Chers amis, bonsoir. Nous sommes très heureux avec toute l'équipe de Terre des Hommes de vous retrouver pour cette nouvelle saison de notre émission que nous essayons de consacrer toutes les 2 semaines à des sujets importants pour la prise en compte des nouvelles questions écologiques ou environnementales. Et peut-être cette émission ce soir aura un peu des allures de manifeste parce qu'au fond nous aimerions vous parler d'un sujet qui nous tient très à cœur ici au Figaro, qui est la question de la beauté. La beauté des paysages, la beauté de l'environnement. C'est un sujet que nous estimons être particulièrement lié en réalité aux questions d'écologie. Et on va en parler bien sûr avec des invités de choix qui vont pouvoir faire ce lien. Au fond, c'est peut-être aussi notre vision de l'écologie, pas nécessairement une vision qui sanctuarise le vivant comme s'il s'agissait d'une entité pratiquement divine, mais qui est soucieuse au contraire de la préservation, de la beauté des choses, de la permanence des lieux. Et nous allons voir comment est-ce que ce combat quotidien pour la beauté, c'est un combat aussi qui va beaucoup avoir d'importance pour le bien-être des personnes, des humains. Voilà, la Terre des Hommes, c'est finalement au cœur de nos valeurs. On en parle tout de suite dans cette nouvelle émission. Voilà, et j'accueille donc 2 invités de choix pour parler de la beauté des paysages. Alors d'abord, bien sûr, François de Mazières, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Versailles et vous êtes surtout, et c'est aussi pour cela qu'on vous a invité, l'auteur d'un livre qui nous a beaucoup touchés, qui est sorti avant l'été, qui s'appelle Pour une ville belle, là aussi un livre un peu aux allures de manifeste. Alors je ne sais pas si c'est déjà un semblant de programme pour la campagne municipale à venir, mais en tout cas c'est aussi un peu un bilan de votre expérience quasiment à l'issue de vos 3 mandats de maire à Versailles sur ce que vous avez appris au cours de différents projets d'urbanisme qui sont exposés dans ce livre. Il y a même un album photo à la fin du livre qui permet de voir notamment photos avant, après, ce que vous avez essayé d'entreprendre en tant que maire. On y retire des leçons fondamentales sur comment est-ce que l'on peut essayer à sa mesure, vous comme élu local, d'autres à leur mesure aussi, d'essayer de faire que la France soit un peu plus belle à travers ceux qui la construisent. Et alors, à vos côtés, vous avez un invité qui vient d'une association qui s'appelle Paysages de France, Sylvain Firer-Blaes. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez accepté de participer à notre émission et nous vous avons invité parce que votre association a une idée que nous avons trouvée très amusante, qui nous a beaucoup stimulé. C'est celle d'un concours photo, pour prendre les choses de manière relativement humoristique, un concours photo de la France moche. Tout à fait. Alors c'est vrai que quand on fait un concours photo, on essaie de récompenser les plus beaux paysages, les plus beaux lieux, les plus beaux bâtiments. Vous avez pris le parti inverse, c'est-à-dire de dénoncer à travers ce concours, bien sûr, des politiques d'aménagement du territoire, d'urbanisme, qui contribuent en réalité à enlaidir malheureusement notre beau pays dans certains lieux précis. Et j'aimerais qu'on passe précisément en revue quelques photos parmi les lauréats des éditions précédentes pour voir un petit peu et camper notre sujet. De quoi est-ce que l'on parle quand on parle de la France moche? Alors il y en a une première qui m'a amusé. C'est en Bretagne, à Carnac. Oui. Voilà, il y a alors quasiment un clin d'œil, puisqu'on voit une forme d'alignement de monolithes très contemporains, qui sont ces plots de signalisation routière, et qui sont vraiment mis juste à côté, bien sûr, des célèbres alignements de menhirs de Carnac. Cette photo, vous l'avez retenue, pour vous, ça a été une évidence, c'était une photo de vainqueur. Ah, tout à fait, oui, on voyait vraiment un contraste entre des plots en plastique qui se ressemblent tous et un patrimoine qui est maintenant, je crois, au patrimoine de l'UNESCO, avec magnifique. Et on voit que le regard se porte automatiquement plutôt vers ces plots. Donc c'est assez dommage. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression que là, il y a un manque de jugement. Je ne sais pas évidemment qui a pris, et peu importe d'ailleurs, l'initiative de délimiter ainsi l'espace entre la chaussée et la voie cyclable. Et c'est vrai qu'on est juste à côté d'un lieu et qui, comme vous le rappelez bien, va devenir de plus en plus touristique puisque l'UNESCO a décidé de le classer au patrimoine mondial. Donc on peut s'imaginer que maintenant à Carnac, il y aura des quarantiers de touristes venus du monde entier qui vont venir voir d'autant plus ces menhirs et qui risquent d'être un peu surpris par le peu de soins avec lesquels on a mis en valeur ce site exceptionnel. Exactement, mais je peux vous donner une bonne nouvelle parce que depuis le temps, ces plots ont été enlevés. Ah voilà. C'est un effet de votre photo, un effet de votre concours? Alors, parfois c'est un effet de notre concours, mais là on a un peu triché en fait. C'était des plots qui devaient être enlevés, donc ils sont restés là pendant, je ne sais pas, 2-3 ans. Ces fameuses coronapistes où on avait mis une signalisation temporaire par exemple. Exact. Ouais. Mais on s'est dit que pendant ce temps-là, on avait malheureusement tous les touristes et tous les habitants qui ont dû subir ça.
Cela dit, la question du provisoire, quand on parle d'aménagement urbain par exemple, elle n'est pas si anodine, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses où on nous dit non mais ça va bouger, c'est pas pour très longtemps. En réalité, le provisoire, souvent ça dure, ça reprenne plus de temps, et c'est vrai qu'une ville qui est constamment en évolution, en chantier, c'est évidemment très bien pour ses habitants, mais c'est parfois prendre le risque aussi qu'on s'habitue à des choses temporaires qui ne sont pas très esthétiques. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si on va prendre l'exemple des bâches publicitaires. Oui, on va voir des exemples aussi effectivement d'installations publicitaires, parce que ça c'est un de vos grands sujets. Alors là, ça se passe peut-être de commentaires. Ce sont des entrées de ville où on a toujours une multiplication de publicités, d'enseignes qui souvent sont illégales parce qu'elles dépassent une densité limite, mais qui Parce qu'il y a des règles qui disent qu'on ne peut pas mettre plus de X affiches Et alors, qui est dans l'illégalité? La commune ou les commerçants? Alors, ce sont les afficheurs et les commerçants qui sont dans l'illégalité. Ça peut être aussi les collectivités quand elles refusent de faire enlever les publicités. Ça, c'est n'importe quelle entrée de ville. Moi, je reconnais absolument toutes les villes de France. De quelle ville? On est quand même, il me semble, dans la France périurbaine, c'est-à-dire, on avait beaucoup parlé au moment des Gilets jaunes, de cette France justement qui avait le sentiment d'être la première victime de l'enlaidissement aussi de la vie quotidienne. Oui, tout à fait. Je crois que peut-être, pour être précis, si vous voulez, les maires ont la possibilité de faire un règlement local de publicité. Moi, dans ma ville, dans mon entrée de ville, que tout le monde connaît pour son château, vous aviez justement ce type de panneau. Alors, c'est très long, ce sont des procédures qui sont... Bien sûr, il y avait ce qu'on a notamment l'entrée en sortant d'une des autoroutes sur la rue des Chantiers, qui est une grande rue où il y a beaucoup de trafic. Vous aviez souvent des grands panneaux comme ça. Et ces panneaux se rapportent, mais très peu, en fait, aux communes. C'est des toutes petites recettes, en réalité. Mais par contre, c'est vrai que pour interdire ces panneaux, c'est une procédure assez longue pour mettre en place ce qu'on appelle un règlement local de publicité. Nous, ça a mis 2 ans et demi. Et puis, il faut savoir aussi, en fait, pourquoi souvent vous avez des publicités comme ça, parce que vous avez des grands annonceurs nationaux avec des noms bien connus, et ils vous font aussi les imbribus. Et en fait, souvent, les publicités sont nées de ça, en fait, puisque vous avez des contrats avec ces sociétés et ils vous gèrent l'ensemble des supports publicitaires de la ville et ça vous rapporte, chacun de ces panneaux rapporte un petit peu. Vous pouvez négocier, et c'est ce que j'ai fait, et c'est une négociation assez difficile. Quand vous dites un petit peu, monsieur le maire, pardon de vous couper, mais est-ce que ça peut représenter des subsides importants pour une ville qui, par exemple, n'a pas beaucoup de revenus? Non, objectivement. Mais ça peut aussi représenter des subsides pour, si c'est sur une maison particulière, c'est un peu comme les antennes. Vous savez, aujourd'hui, on a ce problème, parce que, surtout que l'on sait maintenant que la diffusion des antennes, parce que les gens sont souvent inquiets par les ondes, mais on sait qu'il y a un effet parapluie. Donc la personne qui est en dessous, elle ne risque rien. Donc non seulement ils ont les bénéfices des recettes, mais par contre, ils ne sont pas gênés. Et donc, on a ces problématiques. Mais si vous faites un règlement local de publicité, il s'impose au privé, comme à tout le monde. Et donc, à ce moment-là, vous réglez un peu l'affaire. En tout cas, Simon Firablaes, ce que vous essayez de faire à travers ce concours, c'est de responsabiliser les citoyens en leur disant « vous avez votre mot à dire » et vous pouvez notamment intervenir quand il y a des affichages qui sont manifestement illégaux. Oui, exactement. On disait que déjà, en effet, c'est pour montrer que les collectivités peuvent mettre en place des normes plus strictes, et donc les citoyens peuvent demander cela, et aussi qu'il y a par exemple, ici, c'est illégal, c'est interdit. On voudrait que les citoyens connaissent quelques petites règles qui sont très simples. Par exemple, cette photo est prise hors agglomération, or toute publicité est interdite hors agglomération. Donc, tous les là, citoyens... vous m'apprenez quelque chose, effectivement. Et voilà. On a le sentiment qu'on roule en permanence hors agglomération et que les publicités plus ou moins sauvages ou plus ou moins installées, et qu'il y en a de partout. C'est ça, on est tellement habitué à avoir de la publicité non illégale partout qu'on ne se rend plus compte. Il y avait une dernière photo qui m'avait aussi frappé, c'est dans une station bien connue par ceux qui vont randonner dans le Vercors. Je crois, je ne sais plus, vous m'aviez dit, c'est à Lens-en-Vercors. C'est ça. Voilà. Et où là, en plus, c'est une publicité lumineuse, donc ça ne s'arrête pas la nuit. On est dans un magnifique village de montagne, je ne sais pas si on va voir la photo, un magnifique village de montagne recouvert de neige dans une nuit paisible d'hiver, et vous avez ça qui vous saute aux yeux. On n'a pas besoin en plus, si c'est une pub pour la station, on n'a pas besoin d'avoir l'image pour se douter de ce à quoi ressemble le paysage. Oui, d'avoir l'heure. Et en effet, là, on se bat. Bonne, en plus. Et là, vous voyez, c'est certainement justement un annonceur, parce que c'est pas un panneau lambda. Donc ça a été négocié avec la ville, ça vous pouvez être sûr. Tout à fait.
Et donc c'est légal, mais bon, pour nous c'est une aberration. Autant sur le fait que ça porte le regard, ça prend le regard 10 fois plus qu'une publicité normale, et aussi c'est aussi quelque chose de très polluant qu'on demande à tous les citoyens de faire des efforts et qu'après on installe des choses qui consomment beaucoup d'électricité, bon, on peut être un peu choqué. Mais Simon, et c'est très, Sylvain, excusez-moi. c'est une très bonne idée d'avoir fait ça, mais là je suis sûr, et je pense que vous l'avez vu, je pense que la mairie l'utilise parce que vous avez cette publicité, mais certainement quelque chose de déroulant, et qu'après, la mairie, on lui a vendu l'idée de faire toutes les annonces qui intéressent la vie de la ville. Je suis persuadé que c'est ça. Ce qui est une mauvaise idée, c'est ça votre idée? Vous voyez, c'est que finalement, c'est séduisant pour un élu, parce que voilà, ça permet de communiquer avec la population, mais en même temps, derrière, il y a ça. Vous voyez? Mais concrètement, ce sont des grosses boîtes qui s'adressent à l'élu, et l'élu est là un peu seul à devoir résister en disant non, il me semble que pour l'aspect esthétique, ce n'est pas la meilleure idée du siècle. C'est-à-dire que les grosses boîtes, comme vous dites, effectivement, grosses boîtes, essentiellement 2 d'ailleurs en France, ils vont vous dire, voyez, monsieur le maire, c'est hyper intéressant, ça va vous rapporter, et surtout, vous allez pouvoir communiquer avec votre population. Et aussi, si je peux ajouter, ces entreprises peuvent donner des matériels et des services gratuits, des abribus, des vélos en libre-service, ce genre de choses. En tout cas, voilà, Sylvain, vous faites un travail d'utilité publique. Merci pour ces photos. Et effectivement, ça permet de documenter concrètement le travail de saccage qui a pu être fait par ceux qui enlaidissent la France. Et à côté, il y a évidemment d'autres acteurs locaux, courageux, qui essayent de prendre le taureau par les cornes. Et on va voir un exemple précis. Alors cette fois-ci, on redescend un peu aussi dans le sud. On ne sera plus dans le Vercors, mais on va descendre dans les vallées de la Drôme, à Montélimar, où là, c'est vous, Madeleine Mété, qui êtes partie en reportage avec Camille Jaïr, avec un maire qui essaye justement de lutter contre cet enlaidissement dans sa propre ville. Absolument, et on découvre le reportage maintenant que nous sommes allés tourner cet été. Alors nous sommes ici à Montélimar, capitale du nougat depuis 1701, comme l'indique la borne derrière moi. Et cette borne est située sur un rond-point, parce que je me trouve actuellement sur l'entrée nord de la ville. Et alors l'entrée nord a fait l'objet d'un référendum en mai, organisé par la mairie. Les équipes du maire ont demandé à leurs habitants ce qu'elles pouvaient faire pour améliorer l'endroit. 2700 personnes ont répondu, et nous on est venus pour essayer de comprendre ce que ça veut dire de vivre dans une ville qui essaye de devenir plus belle. Ça devient agréable, ça fait du bien de se promener. Là, on voit que depuis quelques temps, ils essaient de redynamiser le centre-ville, de redynamiser la ville avec pas mal de travaux. On va dire, on est sur une bonne dynamique. Alors voilà, je me trouve devant la mairie de Montélimar. Je vais aller rencontrer le maire et lui poser quelques questions sur les travaux d'embellissement qu'il prévoit pour sa ville. On y va. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Madeleine, vous allez bien? Enchanté. Enchanté à vous, asseyez-vous. C'est quoi pour vous une ville désagréable, une ville moche? Une ville moche, j'allais dire, on va faire par opposition. C'est là où vous n'êtes pas heureux de vivre, là où vous ne sentez pas en sécurité, là où vous n'avez pas envie simplement d'élever vos enfants. J'ai vu beaucoup de travaux en passant, finalement ça doit déranger certains des habitants d'avoir comme ça les rues un peu toujours en rénovation. Est-ce que c'est des reproches qu'on peut vous faire? Une ville qui est en travaux, c'est une ville qui avance, et je ne peux pas vous dire mieux. On a fait tout un dépliant spécial pour travaux. Vous pouvez interviewer les Montéliens, ils sont plutôt fiers de voir leur ville avancer, monter en qualité, qu'une ville qui ne fait pas de bruit et qui ne fait pas de poussière. Et alors, est-ce que vous avez augmenté les impôts? Parce qu'il faut bien le trouver, cet argent, quelque part. C'est là où on a la chance d'avoir de vrais bons partenaires. Je pense par exemple au bailleur social avec la Caisse des dépôts et consignations qui est venue, qui nous a apporté 34 millions d'euros, qui nous permettent de faire de beaux projets. On ne refait pas qu'un HLM avec la façade. On va créer des balcons, on va créer de nouvelles structures en interne. C'est ça, faire du beau. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci d'avoir répondu à mes questions. Alors voilà, j'ai eu quelques réponses à mes questions et maintenant je vais partir en promenade avec Thierry, un passionné du patrimoine qui anime une association historique ici à Montélimar. Bonjour Thierry. Bonjour Madeleine. Comment ça va? Ça va. J'étais en train de regarder le relais d'empereur. C'était un relais de poste dans les années 1700. Tu es en train de me dire que cette façade décrépite, avec des volets emmurés et des portes cassées, c'est un monument historique. J'ai du mal à y croire. Napoléon y a dormi, puis après Johnny Hallyday est venu dormir ici. Et beaucoup de gens illustres sont passés ici dans cet hôtel. Toi, c'est ça que tu vois quand tu regardes cette façade? Voilà, c'est toute une histoire d'une vie dans la ville. Et on est attaché à ce bâtiment. Il est fermé depuis 30 ans. Il est laissé à l'abandon et notre association s'est battue pour le conserver comme il était. On va le restaurer
On va en faire des appartements, mais la façade restera intacte. Alors Madeleine, maintenant je vais te montrer un autre bâtiment qui n'a rien à voir avec celui-ci. Ce bâtiment a été construit en 1969. Et dans le site patrimoine remarquable, les architectes veulent le conserver parce qu'il représente une partie de notre histoire. Par contre, moi je le trouve très laid et j'aurais préféré qu'il ne soit pas protégé. Donc tu as perdu ton combat. J'ai perdu mon combat. Et alors, ils t'ont donné des arguments qui t'ont paru intéressants? Eux, ils disent que dans les années 69, il y a eu un essor économique où on a construit des grands bâtiments et pour eux, c'est une architecture de cette période qu'il faut conserver pour la montrer au public. Pour eux, en fait, c'est une période émouvante, donc ils portent une certaine beauté. On disait que la beauté, ça pouvait être les histoires tout à l'heure. Pour eux, il y a une histoire de l'année 1969, en fait, des 30 Glorieuses. On est où là? Donc on arrive à la place des Clercs. Cette place vient d'être restaurée. Avant c'était un parking. Les commerçants autour se sont aperçus que depuis qu'on a barré l'accès en voiture, les gens se sont réappropriés les lieux. Ils avaient peur, les commerçants, de ne pas avoir de voiture et de ne pas avoir de clients. Et bien c'est l'inverse. Toutes les terrasses sont pleines. Et alors je crois qu'il y a une dernière chose qu'on pourrait voir. Alors, voilà. Donc on va aller voir sur deux bâtiments. Avant il y avait une école qui était magnifique. Qui était resté dans son jus avec le vieux préau, tout ça. Et ils l'ont rasé et ils ont construit ce bâtiment. Ah oui. Est-ce qu'on est un peu écartelé entre le beau qui s'effondre, qui s'effrite, et le moche fonctionnel? Est-ce que c'est ça l'histoire de la construction d'une ville en fait? Oui, mais je pense qu'on peut faire autrement. On peut conserver un certain cachet tout en faisant du neuf. Et tout en dynamisant. C'est possible. Tout en dynamisant. Je te propose qu'on aille boire un coup? Oui, avec plaisir. Super, on retourne sur la jolie place, je préfère. Voilà un reportage tourné à Montélimar par Madeleine Métayer et Camille Jaïr. Et c'est vrai que l'intérêt de ce reportage, c'est aussi d'essayer de mettre des éléments un peu objectifs derrière ce qu'on met derrière la beauté. Parce qu'évidemment, nul ne discute des goûts et des couleurs. On pourrait penser que l'esthétique d'un lieu, d'un paysage, d'une ville, c'est quelque chose de purement subjectif. Mais en réalité, c'est pas si vrai. Il faut essayer de dégager des constantes. Alors, je me suis beaucoup intéressé à votre livre. Et encore une fois, je rappelle le titre, Pour une ville belle, Monsieur de Mazières, parce que vous essayez dès le début, justement, d'essayer de toucher du doigt ce que c'est que la beauté. Vous dites, au fond, la beauté d'une ville nous émeut, je vous cite, à proportion de l'unité qu'elle fait apparaître. La beauté, c'est l'unité des choses et des lieux. Et vous dites que c'est une émotion, tout à la fois esthétique et politique, que nous célébrons parce que nous savons que cette unité aussi est devenue rare dans les créations urbaines nouvelles et qu'elle doit son existence à des modes de construction ou à des règles imposées ou partagées qui n'existent plus. Et parfois, vous dites aussi même que cette unité n'est pas voulue, qu'elle est créée, je vous cite encore, comme un résultat naturel de 1000 décisions successives, prises ou non prises par des hommes qui ont pris soin de leur intérêt personnel, mais qui ont été aussi convaincus de représenter à un moment une part significative de l'intérêt général. C'est très beau, c'est même presque poétique ce que vous écrivez, mais on comprend que cette définition, elle est parfois mise à mal par des questions très concrètes. Là, on a vu la façade de ce bâtiment qui date de 1969, qui est un HLM, qui est certes emblématique d'une époque où on a construit d'une certaine manière, et on peut penser que la ville, d'une certaine façon, doit être un conservatoire aussi des différentes façons de bâtir, mais je n'engage que moi en le disant, mais moi je trouve ce bâtiment très laid. Alors, Est-ce qu'il faut absolument le garder ? Ce n'est pas un HLM, au contraire. C'est un bâtiment absolument apprécié et qui loge parmi des notables de la ville. D'accord. Oh, mais Le Corbusier a construit des choses pour les bourgeois, pour les gens assez riches qui ressemblaient à ça. Ouais. Alors, c'est tout le problème, si vous voulez. Et j'essaie justement de sortir par là-haut de cette difficulté. Parce que c'est vrai que la thématique de la ville moche est essentielle. Et on en a beaucoup parlé, notamment il y a une dizaine d'années. Ça avait été lancé par un grand hebdomadaire culturel français et qui avait dit un article sur la ville moche. Et cet article montrait d'ailleurs que la ville moche aussi avait un aspect sociologique. C'était notamment la ville des banlieues qui étaient aussi des banlieues déclassées sociologiquement. Ça fait florès. C'est vrai que ce mot de la ville moche a été très important. Et moi, je me suis dit, finalement, même s'il y a ce problème de la laideur, je voulais être positif. Comment aujourd'hui on peut aborder ce sujet? Et au fond, il me semble, parce que j'ai présidé à Cité l'Architecture et Patrimoine il y a quelques années, pendant 8 ans, qui est ce gros lieu de réflexion sur la transformation de la ville. Et j'ai vu ce basculement qui est né avec la préoccupation environnementale et qui nous donne de l'espoir. Pourquoi? Parce que nous sortons d'une période qui est effectivement celle du XXe siècle,
qui est celle de l'époque moderne. On avait ce culte de la vitesse, ce culte de la technologie, qui amène à ce genre de bâtiment. Il faut différencier d'ailleurs, Le Corbusier est la grande figure titulaire. Le Corbusier, c'est un grand architecte, et il a fait des très belles choses. Mais il y a tous ces, entre guillemets, milliers qui ont fait des choses qui sont beaucoup plus contestables, il faut bien dire. Et là, vous avez tout de même une école, qui est l'école moderne, qui est très, très présente encore. Et aujourd'hui, vous avez un basculement. C'est l'irruption de la nature. C'est la nature en ville. Ouais. Et pour moi, si vous voulez, c'est un espoir formidable de beauté de retour. Et précisément, Madeleine Mété, je tourne vers vous parce que vous êtes intéressée à des études qui montrent que ce souci de remettre la nature dans tous les paysages, y compris urbains, ça a un impact important sur la santé, sur le bien-être aussi des populations. Absolument. En fait, c'est 50 ans de production scientifique qui prouvent qu'il y a une corrélation presque directe entre la laideur des villes et le bien-être, la santé mentale et physique des habitants. Je vous cite quelques-unes comme ça. En 2022, une étude très robuste menée à Hong Kong par 2 chercheurs, Lan Jiu et Bing Jiang, a montré que l'oppression urbaine, c'est-à-dire cette sensation d'étouffement qu'on peut ressentir quand on se promène dans des rues dont les bâtiments sont trop hauts ou trop serrés, où la rue est trop étroite, pouvait causer jusqu'à 50% du stress urbain. Donc ces observations ont rejoint celles d'un psychiatre assez célèbre parce qu'il est également un spécialiste du design. Il a étudié les 2 domaines, Paul Kidwell. Alors Paul Kidwell, lui, blâme les approches modernes en architecture dont il dit qu'elles ignorent les besoins humains. Et dans son livre, juste derrière moi, publié en 2017, il cite un exemple fameux, le projet Plus Ego, un complexe de logements américains, 33 immeubles de 11 étages dans le Missouri, construit en 54 et détruit en 79. Pourquoi si vite ? Tout simplement parce que ces bâtiments s'étaient vidés. Les habitants sont partis parce que très vite, les immeubles ont été tagués, squattés. Alors c'était très conceptuel, les ascenseurs désherbaient 1 étage sur 3. On ne sait pas trop pourquoi. Il y avait un manque d'aération, un manque de ventilation, et c'était supposé être le projet. Et donc pour Kidwell, les architectes ne sont pas assez formés à l'impact psychologique de ce qu'ils produisent. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Mais il pourrait faire un petit peu ce que vous disiez, monsieur le maire, c'est-à-dire que l'idée de réintroduire la nature est aujourd'hui très puissante et effectivement un renouveau de l'espoir. En 2023, des chercheurs britanniques ont publié une étude dans The Lancet, une revue très célèbre. Donc c'est une étude qui a duré 10 ans, qui portait sur 2,3 millions de personnes et qui a montré que plus notre domicile est loin d'un espace vert ou bleu, plage, rivière, et plus les troubles anxieux et dépressifs étaient fréquents. Pour rectifier le tir, les possibilités sont nombreuses et l'industrie, confrontée aux résultats implacables des cartographies cérébrales, essaye de jouer le jeu. Des institutions s'y mettent, je vous cite un projet. De 2021 à 2025, l'Union européenne a financé le projet Emotional Cities, 5 millions d'euros, pour une gigantesque étude de cas réelle sur 3 villes européennes, Copenhague, Lisbonne, Londres. Le congrès s'est terminé en février 2025 et à l'issue de ce dispositif, une nouvelle discipline a vu un petit peu le jour, comme ça émerger, disons qu'elle a eu un nom mais elle existait depuis quelques années, c'est le neurourbanisme. Donc c'est un mélange de neurosciences et de planification urbaine, une boîte d'outils à disposition des maires et des collectivités qui voudraient s'en saisir. C'est passionnant, Madeleine Métayer, et je vous remercie. Cela dit, quand on vous écoute, on se dit que l'idée qu'il faille créer plus d'espaces verts et les rapprocher des gens, et c'est montré par les études scientifiques que ça a un impact, n'est pas une idée suffisante en soi. Alors d'ailleurs, vous le dites aussi, François de Mazières, dans votre livre, vous dites il y a beaucoup de maires qui veulent planter dans leur ville des arbres, mais il ne suffit pas de planter des arbres pour faire une ville verte. Et c'est vrai qu'on a... Pardonnez-moi, c'est peut-être un peu cruel, mais quelques contre-exemples en tête. J'habitais il n'y a pas si longtemps encore près de Ménilmontant, où il y avait, je ne sais pas si on va voir les photos, un jardin qui était devenu une espèce de friche parce qu'il était un écolieu entretenu à dessein par la mairie d'arrondissement. Et bon, on avait dit il faut mettre de la verdure et puis il faut que les citoyens qui habitent là soient participants aussi de l'expérience, donc ils vont devenir eux-mêmes jardiniers. Mais je pense que ce n'est pas le maire de Versailles qui va me dire l'inverse. On ne s'improvise pas jardinier si on n'a pas le talent et la formation pour l'être. Et parfois, la nature en ville, c'est pas toujours très heureux. Alors, c'est quoi le secret pour avoir justement de beaux espaces verts qui remplissent véritablement leur rôle ? Je crois qu'il y a un élément important, c'est le souci du détail. C'est ce que la première image montrée par Sylvain montrait. Vous savez, c'est ce mobilier urbain qui était déplacé. C'était pas au bon endroit devant ces trésors de l'histoire de Karnak ou proche de Karnak. Il y avait ce mobilier qui était totalement pas à sa place.
Et au fond, le souci de détail est une chose essentielle dans le soin qu'on apporte à la beauté de la ville. Évidemment, il ne faut pas faire les erreurs majeures qui vont défigurer le paysage, mais une fois qu'on a préservé ça, ensuite, il faut être très vigilant à ces petites choses. Ces mobiliers urbains, notamment, sont très préoccupants aujourd'hui parce que vous avez tous les opérateurs, que ce soit les opérateurs téléphoniques ou aujourd'hui les opérateurs qui s'occupent de l'électricité. Ils vous mettent des armoires électriques et vous n'avez rien à dire. Et vous voyez nos villes qui sont truffées de ces armoires au même titre que ces grands panneaux. Et c'est là où il faut, nous, que nous soyons, nous, j'entends les élus, que nous soyons vraiment dans une forme de résistance, vous voyez, de négociation permanente. Et je le vis en tant que maire, mais j'ai essayé de faire ce livre, si vous voulez, qui est un livre aussi où je parle beaucoup de mon expérience quand j'étais à la Cité de l'Architecture et du patrimoine, et tout ce que j'ai pu voir chez des collègues. Voilà. Prendre des tas d'exemples un peu partout, comme vous l'avez fait à travers la ville moche, pour dire que même dans une ville où vous pouvez avoir le sentiment que globalement, elle dérive un peu, on peut tout de même voir certaines choses qui peuvent être intéressantes. J'ai voulu être vraiment dans le positif. Oui. François de Mazières, il nous reste 30 secondes. Je voulais qu'on dise un mot, par exemple, d'un projet, il y en a beaucoup à Versailles, mais d'un projet que vous avez accompagné pendant vos mandats d'élu, c'est celui de la reconfiguration du quartier de Versailles-Chantier, qui est bien connu par ceux qui s'arrêtent notamment en Transilien. En un mot, comment est-ce que sur ce long chantier, cette expérience du temps long, vous avez pu essayer de distiller un peu vos recettes, justement pour essayer de participer à la beauté du paysage urbain? D'abord, il faut être clair, et ce livre est destiné à ça, c'est un combat. C'est un combat des élus pour avoir une vision. Chaque ville a son histoire. Vous ne pouvez pas faire la même chose partout. Ici, ce qu'on a voulu faire, c'est d'abord sauver les bassins historiques pour en faire des espaces verts qui sont bien entretenus. Ensuite, on a introduit, parce qu'il y a aussi des problèmes économiques qui se posent, il y a un équilibre. 50% au bureau, c'est Christian de Porzampar, 50% logement. J'ai souhaité qu'il y ait un matériau commun. Et j'ai regardé ce qu'il y avait autour. Oui, c'est la permanence aussi de ce qu'on a utilisé dans les époques précédentes. Voilà, des matériaux. La matérialité est essentielle. Et là, c'est la brique, parce que dans ce quartier, il y avait de la brique. Voilà, c'est des histoires. Et puis, Versailles, c'est une ville blonde. Et donc, la brique, elle est blonde. Mais écoutez, merci beaucoup. Merci pour votre témoignage, François de Mazières. Merci Sylvain Fierre-Blaes aussi pour cette petite touche à la fois de critique et d'humour que vous avez su apporter avec votre concours. On espère que les éditions des prochaines années seront moins fournies. Ça nous rassurerait que vous ayez peu de lauréats, parce qu'on souhaite bien sûr de tout notre cœur que la France continue d'être belle. Merci bien sûr Madeleine Métayer, fidèle complice de cette émission Terre des Hommes. Et on vous retrouve dans 15 jours. On va parler d'un sujet autrement plus brûlant, celui-ci, l'implantation du renouvelable qui parfois participe aussi à l'enlaidissement des paysages. On va prendre les avis un peu de ceux qui sont concernés. Vous allez voir, ça va être passionnant. Et ravi en tout cas de continuer à vos côtés cette nouvelle année de Terre des Hommes.